Est-ce que tu choisis d'écouter la honte ou tu aimerais enfin la balayer d'un revers de main pour vivre pleinement? Tu sais ce qui m'a libérée? Réaliser que peu importe ce que je ferai, il y aura toujours quelqu'un pour juger, quelqu'un pour critiquer, quelqu'un pour dire que ce n'est pas assez bien. Alors, quitte à être jugée, autant que ça soit pour des choix qui me rendent heureuse. Est-ce que ça ne pique pas plus d'être jugée pour ce que tu n'as pas osé que d'assumer fièrement ce que tu as fait, même si d'autres n'approuvent pas? Bonsoir les Itata, ravie de vous retrouver dans votre émission littéraire. J'espère que vous allez bien. Nous, par ici, on va très bien. On est installé dans notre beau plateau, prêt à vous recevoir. Enfin, c'est plutôt vous qui nous recevez d'ailleurs. Merci pour ça. Merci d'avoir choisi Zitata. On reçoit ce soir une jeune femme qui est inspirante. Inspirante parce qu'elle a décidé de ne pas laisser ses échecs. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment des échecs diriger sa vie? Elle a décidé d'en faire ce qu'elle voulait. Elle a décidé de les recréer, de se réinventer et de n'en faire qu'à sa tête. Je sais que vous allez aimer. Aujourd'hui, on va parler inspiration, on va parler liberté créatrice, on va parler invention, on va parler réalisation, on va parler concrétisation. Et tout ça, on va le faire avec notre invitée. Installez-vous. C'est parti. Bonsoir Elijo. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Au gré des pages. Merci, je suis ravie d'être là. On va beaucoup s'amuser, vous allez voir. Vous écrivez « Rien ne se jette, tout se sublime ». Vous avez publié cet ouvrage à tiroir qui nous entraîne jusque dans la cuisine, mais pas que, et qui nous enseigne, qui nous incite à aller chercher jusqu'au fond de nous-mêmes nos meilleures ressources pour nous dépasser. Pourquoi cette envie de nous inciter à nous dépasser, Elijo? Alors, déjà, je pense que dans nos sociétés, on ne met pas assez en avant que la notion d'échec, au final, elle est incontournable dans la vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois où on va rater quelque chose, on va se tromper, on va se dire, tiens, on a raté, on ressent un peu de la honte, de la culpabilité, alors qu'en fait, ça fait partie du chemin. Et j'avais envie de banaliser en fait cette notion d'échec et de montrer qu'en fait, dans la vie, il faut juste transformer cet échec en leçon et transformer les failles qu'on peut avoir en fait en levier, en moteur pour aller plus loin et avancer. Et je vais saisir la balle au bon. Vous me tendez une belle balle quand même. Oui. Quel est le moment de votre vie où vous avez réussi? Alors, je pense que ça ne se fait pas à un moment en particulier, mais que c'est plus une succession, j'imagine, d'apprentissage, d'expérience. Mais quel est le moment où vous vous rendez compte de tout cela? Alors, je pense que c'est après mes années d'études, où du coup, j'avais fait 2 années en médecine que j'ai complètement foiré, il faut le dire. Où ensuite, j'ai essayé de récupérer toutes les matières et tous les enseignements que j'avais acquis pendant ces 2 années-là pour me dire, bon, au moins, je n'aurais pas perdu 2 ans. Donc, du coup, je passe en licence de biochimie et je me dis, je vais avancer avec un master, peut-être partir en laboratoire, quelque chose comme ça. Et au bout de la 3e année de licence, je dis, mais en fait, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas du tout à ma place, je ne suis pas alignée, je déteste ce que je fais. Et en fait, j'ai voulu garder et continuer pour ne pas avoir l'impression de perdre du temps, mais au lieu de perdre 2 ans, j'ai perdu 5 ans. Ok. Et à ce moment-là, dépression, je lâche tout et je commence à faire une thérapie où je fais des tests pour savoir dans quoi je suis bonne, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me motive dans la vie. Une sorte de bilan de compétences. Bilan de compétences, mais pas que. J'essaie d'apprendre à mieux me connaître en termes de personnalité pour enfin choisir en fait une direction qui me correspond vraiment, qui n'ira pas à l'encontre de ma nature. Je suis pas du matin, enfin tu vois, genre, je n'aime pas forcément travailler en groupe. Je suis à l'écoute, je suis très empathique, mais du coup c'est assez énergivore pour moi d'être sans cesse en contact avec l'autre. Et tout ça, j'essaie de le prendre en considération. Et je décide de me lancer pour une école de commerce. Okay. Et là, j'y trouve ma place. Et là, tout reprend son sens, le fait d'avoir une diversité de matières, où là, je suis motivée, je me lève de façon positive et tout.
là, je me suis dit, OK, en fait, j'ai voulu garder toutes les matières, mais je devais juste garder la façon d'apprendre, la technique, tu vois, la discipline, l'organisation, mais pas les matières en elles-mêmes. Et c'est pour ça que je dis, rien ne se jette, tout se sublime, parce que parfois, juste, on regarde au mauvais endroit, tu vois. Sous le mauvais angle. Voilà. Donc, transformer son regard sur les choses, c'est important. Et sur son parcours aussi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, OK, tout n'est pas perdu. Je peux te dire que ça a vraiment tapé dans mon ego de recommencer dès le départ. Donc, voilà, c'est comme si je revenais 5 ans en arrière avec tous les petits jeunes qui venaient d'avoir leur bac. Oui, ça, et moi, j'arrive avec 5 ans derrière moi et... Ouais. Et on passe pour une vieille en plus, il y a le regard des autres, de la société. J'étais à Paris, que des petits jeunes parisiens, oui, c'est un autre monde. Oui. Mais là, je me sentais quand même bien et à ma place. Tu vois, et j'étais motivée. Et je me suis dit, OK, ça ne me définit pas tous ces échecs, tous ces moments au rattrapage où à chaque fois, je me disais, je ne comprends pas, mais je suis nulle ou quoi. Après tout ça d'heures de révision, j'ai raté l'examen. Oui. Pourtant, j'étais plutôt bonne à l'école. D'accord. Et là, tu te remets en question, tu remets tes capacités en question, tu remets tes choix en question, ta valeur même. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'étais juste au mauvais endroit, en fait. C'est OK. Je m'étais juste trompée de chemin. C'est hyper important ce que vous dites parce que dans cette société où il y a tellement de possibilités, on est dans une époque où tout est mondialisé, tout semble possible, mais parfois on ne sait pas trop comment y parvenir. Ça semble effectivement atteignable, mais en même temps difficile. Et c'est vrai que on se demande parfois, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Votre ouvrage permet de façon très concrète, avec des expériences, parce que vous y parlez de vos expériences, vous y parlez de plusieurs moments où vous êtes abattu, où vous fondez en larmes et où vous rebondissez. Pour ceux qui nous écoutent là, aujourd'hui, et qui seraient peut-être dans cette situation, ils se disent « rien ne me réussit, je n'y arrive pas ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vois 3 choses. Je vois déjà, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est aligné? Parce que j'ai tendance à penser que quand ça ne fonctionne pas, c'est que l'univers nous envoie des signes comme quoi, en fait, il faut qu'on change. D'accord. Deuxième chose, je pense que c'est important d'être bienveillant envers soi parce qu'on est tous des êtres humains et c'est OK de rater. Et c'est OK de recommencer. Juste, par contre, il faut rebondir et toujours avancer, même si c'est difficile, genre même si tu cours pas, tu te traînes, mais tu avances. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution, voilà, il y aura toujours une façon un peu de transformer ce que tu as appris, cet échec. Il faut juste vraiment y aller autrement et être OK avec le fait que on peut échouer. Et c'est pas une honte, c'est pas une tare. On avance tous avec nos failles, nos doutes, nos peurs, nos défauts. Voilà, on fait comme on peut. Et troisième chose, c'est important d'y aller étape par étape. Parce que parfois, on a tendance à voir la montagne, voir telle personne, elle fait telle chose. Ça va être difficile. Oui, on se compare. On se compare. Sauf qu'on ne part pas tous de la même base et on ne sait pas comment l'autre personne, elle a commencé. Donc, on la voit à l'instant T, mais on ne sait pas comment elle était avant. Et au final, j'aime bien prendre l'exemple de la danse. On va regarder les danseurs et se dire « Waouh, quelle grâce, c'est trop beau !» Mais il fallait bien commencer par apprendre les pas. Simple, basique. Simple, basique, comme tout le monde. Et la vie, pour moi, c'est un peu pareil. Comme quand on apprend à danser, on apprend à cuisiner, on apprend un métier. Y aller vraiment étape par étape. On se pose l'objectif et ensuite, juste, on se concentre petit pas par petit pas parce qu'au moins, on avance. Donc, on va peut-être pas atteindre l'objectif ultime, mais dans tous les cas, on s'en rapproche. Et cette analogie avec la cuisine, qui n'est pas la part la plus importante de l'ouvrage. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que vous êtes une grande amatrice de bonnes choses. Voilà, nous aussi. Mais ce n'est pas l'essence même de l'ouvrage. Il y a quelques recettes. Mais pourquoi cette analogie, ce petit clin d'œil à la cuisine? Alors, j'aimais bien la métaphore avec la cuisine, parce que déjà... la plupart de mes business, à l'heure actuelle, sont autour de la cuisine. Parce que j'ai une agence de communication culinaire, je fais de la photo culinaire, de la vidéo, de la stratégie, j'accompagne les restaurateurs et j'adore créer des recettes. Mais surtout, à travers la création de recettes, j'aime transformer mes fonds de frigo et placards en fait, en création gourmande. Et je trouvais ça intéressant de comparer nos vies
avec ce qu'on a sous la main, en fait. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie en fonction de notre histoire, des outils que nos parents ont pu nous donner à travers notre éducation, comme si nos défauts, nos failles, nos faiblesses, nos peurs, nos zones de génie, ça revient un peu à mettre des épices un peu dans le plat. Et chaque personne, même avec une recette, on peut en faire des milliers parce qu'on est tous uniques et on aura tous des choses différentes dans notre poche, dans notre cuisine. Et du coup, pour moi, cuisiner, c'est un peu cuisiner sa vie aussi. Ok. Avec sa propre recette. Et notre histoire crée aussi une recette différente. Oui, et chacun, comme vous le disiez, nous pouvons avoir nos recettes à nous, notre recette favorite, avec les parties qui font que nous sommes nous. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même vision de la vie. Certains auront envie de faire un plat très gourmand et gras. Et voilà, il y en a d'autres qui vont aimer le sucré, il y en a d'autres qui vont aimer le minimaliste, il y en a d'autres qui vont aimer le coloré, l'autre le noir et blanc. Et en fait, il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre. C'est juste on fait à notre façon. Ok. Et je trouvais ça intéressant qu'on comprenne qu'on n'est pas obligé de rentrer forcément dans une case. On n'est pas obligé d'avoir la vie comme tout le monde parce qu'en fait, on est tous différents. Donc c'est comme si tous, avec nos personnalités, nos histoires, on devait faire la même assiette. C'est pas possible. C'est tout bonnement impossible, en effet. Et c'est ce que vous mettez en avant. Votre ouvrage, c'est une incitation, j'allais dire une ode à la différence. On est tous différents, assumons cette différence à notre façon aussi. Et j'ai envie de vous demander, quelle est votre plus grande, peut-être faille aujourd'hui dont vous avez réussi à faire ressurgir quelque chose? Ma plus grande faille, oh là là. C'est une question très difficile parce que du coup, quand tu me dis faille, j'ai du mal entre une mauvaise expérience que j'ai transformée peut-être ou un défaut. Alors, du coup, attends, là c'est moi qui suis l'interviewée. Qu'est-ce que je dis? Une expérience transformatrice, allons, on va dire ça. Okay. On en a déjà un petit peu parlé, peut-être le défaut. Qu'on arrive à relativiser ou mieux accepter, peut-être. Ok. Alors, j'ai un défaut sur lequel je travaille énormément depuis l'an dernier, c'est réussir à poser mes limites et dire non. Ok. Parce que c'est vrai que quand on grandit avec une famille qui t'apprend à rester poli, à ta place, dans une société aussi où on te dit il faut rester un peu lisse par rapport au regard des autres, au jugement, tu te dis ça va pas forcément être professionnel ou tu vas te sentir égoïste. En fait, si tu dis non, et en fait, penser à soi, parfois ça paraît égoïste. Et là, je suis vraiment sur ce travail d'assumer encore plus mon identité et mes choix, mais en respectant vraiment mon corps et mes émotions. Parce qu'avant, je pense, je bloquais beaucoup mes émotions. D'accord. Donc, je ressentais moins les choses et je voyais tout comme un problème à résoudre. Ok. Donc, dès que je ressentais le truc, je disais non, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je passe à autre chose. Une envie de performance peut-être aussi. Oui, peut-être de performance, mais de carapace vraiment. En mode, il faut vraiment que j'avance, c'est ça la vie, et c'est dur, et puis voilà, et puis on fait avec. Oui. Alors que maintenant, j'avance avec plus de douceur envers moi-même, en me disant, ok, là, je suis en colère en fait. Moi, on m'a pas appris à exprimer ma colère. Il fallait toujours la refouler parce que, en fait, socialement parlant, je peux pas lâcher prise comme ça. C'est un peu une perte de contrôle. Et quand on aime le contrôle, montrer aux autres qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on est frustré. Hors de question. Hors de question. Il y a un peu d'ego aussi qui vient se mettre là. Et maintenant, j'essaye de la formuler, pas en criant, mais en essayant de comprendre. Pas forcément. Qu'est-ce qui m'a mis en colère et l'expliquer parce que du coup, en criant, déjà, l'autre personne, elle se braque. Donc du coup, elle va pas m'entendre. Je bloque directement la communication. Donc j'essaie de digérer l'information, essayer d'aller analyser ce qui m'a vraiment fait mal, qu'est-ce qui m'a blessée, quelle peur ça a touché, quelle blessure, quelle angoisse. Et après, je l'exprime vraiment. Et là, j'ai mis le point sur le fait que je suis souvent en colère quand on ne respecte pas mes limites et que je sens vraiment un manque de respect de ma personne ou de la valeur de mon travail. Quelque chose comme ça. Et là, c'est difficile. C'est dur. C'est difficile de dire non sans ressentir la culpabilité de « est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ?» Alors, est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne de dire non? Non, c'est bon, Ok, c'est bon. Mais tu vois, c'est difficile. Tu vois, il y a quand même un monde entre
entre comprendre que ça ne sera pas le cas et vraiment le ressentir, tu vois. Profondément et Profondément. intensément. Oui, parce que je quand on a comprends. l'habitude de culpabiliser, de ne pas aider l'autre, de ne pas se sentir utile, Mhm. tu vois, en plus j'ai ce besoin, j'aime partager, j'aime transmettre, j'ai envie de valoriser plein de choses, le travail des autres, j'aime aider. Donc du coup, quand je dis non, je me dis, oh là là, Je vais pas l'aider. Oups. Ouh là là. tu vois. Oui, ça va pas le faire. Ouais, Une sensation un peu de flottement. oui, c'est compliqué. Et pour l'instant, je suis dans un entre-deux de... D'accord. J'avance petit pas par petit pas. Parfois, il y a un recul, tu vois, je fais un moonwalk et je me dis, mais attends, on avait déjà avancé sur le travail, qu'est-ce que tu me fais? On s'était pas dit ça quand Voilà. même. Oui. Et c'est vrai que dans le bouquin, c'est important de réaliser que je parle pas en tant que coach, voilà, je fais pas du coaching, je suis pas psy, je suis pas thérapeute. Je parle vraiment en tant que personne qui expérimente, qui apprend sur elle-même, qui laisse des pistes de réflexion aux autres, en disant voilà, c'est pas ça absolument qu'il faut faire parce qu'au final, tout correspond à chacun de nous. Donc il faut tout adapter en fait. Donc juste, je laisse des pistes de réflexion et il y a des sujets que j'aborde où j'ai pas forcément la réponse moi. Je suis en train de bosser dessus. Par exemple, le surmenage, je bosse beaucoup. D'accord. Et je suis tout le temps en surmenage. Et je laisse un peu parfois des lettres aux autres qui vivent la même chose. D'accord. Pour que ça les aide. Comme moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, je l'écris pour les autres. D'accord. Et d'une certaine façon, moi, ça m'aide aussi. Oui, ça fait une sorte de grande chaîne de solidarité. Exactement. Où tout le monde c'est vraiment peut donner apprendre. la main. J'ai pas forcément encore trouvé la solution, mais je te partage ça si toi aussi. Et puis c'est ensemble qu'on avance. Voilà, on essaie de s'entraider, on se donne la main. Et ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que l'une des bases, sinon la base, c'est le regard qu'on porte sur soi. C'est-à-dire la tolérance qu'on peut avoir envers soi-même, l'amour qu'on peut avoir envers soi-même, le respect des limites, on en parlait, mais de soi aussi. Est-ce que c'est l'une des valeurs clés que vous avez voulu transmettre à travers cet ouvrage? Complètement. Parce que j'aurais aimé qu'on apprenne tous à mieux assumer notre identité, mais aussi écouter notre corps. Écouter notre corps au-delà de ce qu'on nous a dit, vraiment écouter nos émotions et réussir à décrypter le message. D'ailleurs, je laisse des pistes de réflexion vis-à-vis de ça, sur comment réagit notre corps par rapport à la colère, à la honte, à la culpabilité, mais aussi différents symptômes qui peuvent arriver, comme les maladies psychosomatiques, quand on n'a pas digéré une situation, quand on porte trop de charges, quand on n'a pas, détecté une intolérance ou une allergie. Et ça aussi, je trouve que c'est important d'aller à la conquête de soi. J'aime bien dire que ce livre est une invitation à partir à la conquête de soi et de ses rêves. Ok, on reste là-dessus. Moi, j'aime beaucoup l'idée. On va surfer là-dessus en partant à la découverte d'Élie Jo avec la rubrique Tac au tac. On y va, les filles. De retour sur le plateau d'Au gré des pages, nous sommes avec Élie Jo, auteure inspirante, qui nous partage ses trucs et astuces, on pourrait le dire comme ça, pour mieux nous accepter et mieux nous révéler. On enchaîne avec la rubrique Tac au tac que vous connaissez. Élie Jo, le principe, c'est que je pose quelques questions rapides et vous, du coup, vous répondez aussi rapidement que possible, sans réfléchir, de manière spontanée. Ok, ça. On est bon? Je vais réfléchir. Lâchez prise. On lâche prise. C'est ça le thème. Ok, ça va. Alors, l'anti-gaspi, concept ou philosophie? Philosophie. L'expérience la plus difficile que vous êtes parvenu à sublimer? La maladie. Transformation, est-ce que c'est un choix conscient ou un chemin qu'on improvise au fur et à mesure? Improvisation. Sublimer, est-ce qu'il y a un autre verbe qui vous parle autant que celui-là? Valoriser. Ce livre est un acte de? Transmission. Ce que le temps n'effacera jamais pour vous? L'aventure. Ce que le temps vous a appris? Que tout peut être transformé. Et sublimé. Et sublimé. Aujourd'hui, vous écrivez pour? Mes enfants et tout le monde. Vos enfants en priorité. Mes enfants en priorité. Petit coucou en passant. Le livre qui vous a le plus marqué? Le philosophe qui n'était pas sage, de Laurent Gounel. Une citation qui vous guide au quotidien? Vivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé.
Oh! Nous notons, Lady Tata. Si votre vie était un plat, Mhm. ce serait lequel? Waouh! Je suis très contente de cette question. Parce que je savais que ça déclencherait beaucoup de réflexions. Ça serait un buffet international. Ah non, c'est pas du jeu! C'est Ça pas passe. du jeu. Ah oui, ça passe, Ça ça passe. passe. C'était pas interdit, ça passe très bien. Et je finis en vous demandant, quelle est la chose que vous n'auriez jamais pensé écrire dans l'ouvrage, mais qui pourtant y est? Toute ma lutte et ma honte face à la maladie. Ok, effectivement. Merci pour vos réponses très spontanées. Vous en parlez beaucoup. Qu'est-ce que la maladie vous a apprise sur vous et sur votre façon surtout de continuer la vie? Mhm. Bah, qu'au final, j'étais beaucoup plus courageuse que j'aurais pu le penser. Mhm. Parce que de toute façon, c'est quand on est au fond du trou qu'on réalise qu'on est capable d'en ressortir. Et surtout qu'on n'a qu'une seule vie. Et qu'au final, j'aurais préféré vivre au maximum et enfin, vivre au maximum et mourir sans avoir aucun regret, Mhm. plutôt que d'avoir subir la honte et le regard des autres et ne pas oser. Mhm. En fait, la notion d'échec, du coup, elle est passée à la trappe. Du coup, Et la notion de regret est remontée en mode je veux vraiment vivre une vie extraordinaire et mémorable. mhm. Et est-ce qu'on peut le comparer au fameux il vaut mieux avoir des remords que des regrets? C'est un peu ça? Ou petite nuance à ajouter? Oui, peut-être petite nuance. Oui. Parce que pour moi, remords et regrets, je dirais que c'est un peu la même chose. Moi, je le vois pareil. Alors, du coup, la nuance que je fais, là, du coup, les Tata, il faut qu'on fasse attention pour pas oublier qu'on est sur un plateau quand même. Pas vous oublier à la maison. En fait, je me dis remords, c'est quand on a fait quelque chose et qu'on se dit ah mince, j'aurais peut-être pas dû et tout ça. Regret, c'est quand on a voulu le faire sans forcément le faire. Mhm. C'est une petite nuance quand même, monsieur. Voilà. Ouais, du coup, je préfère les remords aux regrets. Ok, nickel. Et est-ce que c'est, alors c'est peut-être pas ça, mais est-ce que c'est en quelque part cette maxime, cette espèce de mantra, on peut le dire comme ça, qui vous incite à tout vivre pleinement, j'ai envie de dire passionnément, Ouais. parce que vous avez eu 10 000 vies dans une. Parce que Beaucoup de choses. moi, quand je lisais l'ouvrage, je me disais, mais attends, elle a fait ça, mais ça aussi, mais à quel moment? Et parce que vous avez eu beaucoup de vies professionnelles, et vous avez encore, d'ailleurs, beaucoup de casquettes professionnelles. Vous le disiez tout à l'heure, dans la cuisine, dans l'immobilier aussi. Vous avez beaucoup voyagé. Et avec des enfants en bas âge, chapeau. Est-ce que c'est aussi toute cette philosophie, en quelque part, qui vous a amené à vivre tout ça, à faire ces choix-là? Complètement. Complètement. Parce que j'adore la phrase qui dit fais en sorte qu'à la fin de ta vie, tu regardes le passé et tu te dis waouh, j'arrive pas à croire que j'ai fait tout ça. Ok. Et c'est vrai que systématiquement, quand on me propose un projet, Mhm. une opportunité, je peux pas m'empêcher de dire oui. Ok. J'ai envie de tout tester. Oui, on teste. J'ai envie de tout tester. Déjà, tout ce qui m'appelle, qui m'attire, je me dis, ah, mais ça pourrait être intéressant, je vais tester. Soit j'aime, je continue et c'est cool. Soit j'aime pas, je me dis, ouais, bon, passons à autre chose. Ok. Et en fait, du coup, je teste comme ça au fur et à mesure. Et c'est comme ça que s'est construit mon parcours professionnel. Mhm. Parce qu'en fait, j'allais vers une thématique, soit parce que c'était une opportunité, soit parce que c'était une passion, soit parce que je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas? Et du coup, je teste comme ça parce que quelqu'un d'autre m'en a parlé, ça venait en complément de ce que je faisais déjà. Et donc, j'ai avancé comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de casquettes et beaucoup de projets. Et au fur et à mesure, je choisis en gardant juste ce que je préfère. Et du coup, ça fait que je fais quand même plein de choses, mais j'ai pas de regret non plus forcément de parfois déposer une casquette, parce qu'en fait, elle est toujours remplacée par une autre Oui, je qui me comprends. plaît encore plus à ce moment-là. Et tout est question de contexte aussi. Oui. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait il y a 10 ans ou il y a 5 ans, je me dis aujourd'hui, ça correspond moins à la personne que je suis maintenant. Parce qu'au final, j'évolue. Ok, c'est vrai que j'assume toute mon identité pleinement, mais au fur et à mesure que je fais un travail d'introspection avec moi-même, je découvre plein de nouvelles facettes. C'est ça. Tu vois? Et avec le contexte, avec les enfants qui grandissent, avec les nouvelles opportunités, je me dis, ben, je peux aller par là, et c'est cool. Et je trouve ça super, pas réjouissant, voilà, de me dire que ça n'a pas de fin.
Tu vois? C'est sans cesse, c'est illimité, en fait. Mais en fait, quand j'entends ces mots qui sont forts, ça me fait penser aussi bien à la cuisine, en quelque part, parce que la cuisine, quand vous parlez de tests, en cuisine, on teste énormément pour parvenir au résultat escompté. Quand on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'échec, au final, il n'y a que des victoires retardées. Oui. Parce qu'on teste, on échoue, On apprend, on apprend, on améliore. on améliore, on reteste, Voilà. et au final, on arrive au résultat souhaité. Oui. Et c'est une vraie évolution. Parce que, par exemple, en cuisine, c'est pour ça que la métaphore avec la cuisine, elle est plutôt sympa. Que, par exemple, on va tester une recette de gâteau, de pâte à crêpes. Peut-être on va brûler la première fois. Et c'est OK. Mais pourquoi cet échec-là, on va pas forcément le voir comme un échec, alors que dans la vie, on va tout voir comme un échec. Non, on va se dire, bon, bah là, c'est la première, elle est loupée. Et souvent, on va se dire, bah, la première crêpe, elle est toujours ratée. Donc, du coup, on la jette. Et puis, on recommence. Ah, celle-là, elle est brûlée. Ou là, la pâte, elle est pas... Bah, on ajuste. On ajoute un peu de farine, un peu de lait. Et on fait en sorte que ça s'améliore. Et plus on en fera, plus on va tester, expérimenter, et mieux ça sera. Jusqu'à trouver la recette qui nous plaît. On va se dire, bon, là, on peut s'arrêter. Ou alors, on va continuer à chercher autre chose. On va associer de nouveaux goûts. Et en fait, pour moi, la vie, c'est comme ça. C'est comme la cuisine. Et effectivement, ça prend tout son sens. Moi, je me souviens de cette phrase de Xavier Niel, qui est un entrepreneur à succès, etc., qui est aussi business angel, donc il accompagne les entrepreneurs, et qui disait « L'entrepreneur qui arrive devant moi et qui n'a pas au moins, échoué 5, 6, 7 fois, je ne le prends pas au sérieux. » Parce qu'il n'aura pas appris de toutes ses erreurs d'avant pour faire quelque chose de génial. Et si on revoit l'échec peut-être sous cet angle-là, on peut effectivement partir sur ce côté sublimer tout ce qu'on touche, parce que c'est le résultat de plusieurs petits échecs qui deviennent des victoires. On arrive au terme de cette émission, Elie-Jo. J'aimerais que vous nous laissiez avec une réflexion, une phrase, quelque chose que vous nous laissiez avec un petit bout de vous, voilà, ou de l'ouvrage, pour qu'on puisse y réfléchir. Ce serait quoi ? Alors, qu'est-ce que je pourrais laisser ? Déjà, je dirais que je pense que dans la vie comme dans la cuisine, tout peut être sublimé à partir du moment où on change de regard sur les choses, et que j'invite vraiment tout un chacun à apprendre à mieux se connaître, oser, et du coup, créer une vie complètement alignée à qui il est vraiment. Ça serait génial. On reste là-dessus, rien à ajouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai passé un très bon moment et on se dit à très bientôt. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes sur ce plateau. Les Zitata, c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.